Parti pour la deuxième partie du coup de cette journée de prise en main du référentiel. Ce matin, j'ai bien entendu vos remarques qui étaient qu'on avait seulement frôlé ce référentiel de compétences. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va balayer chacune des 20 métacompétences avec chaque sous-niveau. Et ensuite, il y aura un cas pratique. On le mènera autant qu'on peut, puisqu'on est limité par le temps. Euh, voilà. D'ailleurs, j'en profite, je vois pas mal d'ordinateurs sur les tables. C'est pas mal. À la pause, il y aura une petite pause entre les compétences 2 et 3. Je ferai tourner une clé avec les supports de livrable de l'étudiant test pour que vous puissiez vraiment vous placer dans l'exercice dans presque des conditions réelles. Donc ce matin, on vous en a déjà un petit peu parlé. Le référentiel de Pépite, concevoir et développer un projet entrepreneurial, ne sort pas de notre chapeau. Il est issu du référentiel source Entrecompte 2016. Initialement, ce référentiel avait 15 métacompétences. Pour nous, il y en a 20. Il y avait, et j'ai enlevé le chiffre, mais de mémoire, ça devait être plus de 800 acquis. Nous, on en a 160. C'était réparti en 3 domaines de compétences, idées et opportunités, ressources, passage à l'action. Ça couvrait un large champ. Côté pépites, du coup, on s'est concentré vraiment sur l'aspect entrepreneurial, d'où ces 4 axes: avoir une posture entrepreneuriale, faire émerger une opportunité d'entreprendre, construire un projet, agir et lancer un projet. Dans les deux cas, on a conservé ce niveau de notation. Vous avez pu un peu le voir ce matin, avec les 4 grands niveaux répartis en 2 sous-niveaux, ce qui fait 8 sous-niveaux d'évaluation. Ah voilà, c'était 442 évaluations. Les fameux niveaux. Donc ce matin, je vous avais dit brièvement à quoi ils correspondaient. Donc le niveau de base, c'est je suis capable de mettre en place la compétence si on me demande et si on m'y accompagne. En gros, on me donne un ordre, je sais le faire. Intermédiaire, je suis indépendant sur la compétence, je peux prendre des initiatives sur cette compétence. Avancé, je suis autonome et je peux responsabiliser les autres. Donc je développe la compétence chez les autres. Et enfin, le niveau expert, je suis en capacité de créer et d'innover sur la compétence, c'est-à-dire que je crée un nouveau modèle en rapport avec cette compétence. La différence entre en cours d'acquisition et acquis, que vous n'avez pas vu ce matin, ça va être soit le nombre d'occurrences, c'est-à-dire que si la compétence elle a été mobilisée plus de 2 fois, on peut considérer qu'elle est acquise sur le niveau, ou alors si elle a été mise en place sur une durée raisonnable, 2 mois, 3 mois. Si elle a été mise en place une seule fois ou alors sur une période courte, la compétence sera considérée comme en cours d'acquisition. Est-ce que ça va pour vous? Pour aller un petit peu plus loin, ça, c'est le référentiel tel qu'il a été donné et tel qu'il est visible avec les explications. Donc, de base, on a pour en cours d'acquisition sous supervision directe, acquis, support réduit, autonomie relative avec ses pairs, intermédiaire pour en cours d'acquisition seul avec ses pairs, acquis, prendre et partager certaines responsabilités, avancé en cours d'acquisition avec des conseils et avec des tiers, acquis, prendre des responsabilités en vue de s'engager et de travailler avec les autres. Expert en cours d'acquisition, prendre la responsabilité de contribuer à des développements complexes dans un domaine spécifique, et acquis, contribuer de manière substantielle au développement d'un domaine spécifique. Voilà, donc beaucoup plus poussé. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est plutôt vous concentrer sur ceci, qui est beaucoup plus compréhensible et plus facilement, vous pourrez plus facilement le mettre en place dans le cadre de la certification de compétences. Voilà, donc ça, on peut passer dessus puisque ce matin, on a déjà vu ce que c'était qu'une compétence douce et une compétence dure. La certification des compétences. Ce matin, on a eu pas mal de questions dessus, donc là, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de la certification de compétences, ce n'est pas de maîtriser toutes les compétences, les 20 métacompétences. L'objectif, c'est d'avoir un halo de compétences. Cependant, dans le référentiel, il n'a pas été dit qu'il fallait absolument avoir un certain niveau sur certaines compétences qu'on considérait plus importantes que d'autres.
on est libre. Au niveau des conditions d'éligibilité, il faut être étudiant entrepreneur, être considéré comme actif et avoir à minima 80 sur 160. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, 80 sur 160, ça on compte que c'est 80 sur 160, en fait c'est la moitié. Voilà, tout simplement. Puisqu'il y a 20 métacompétences réparties en 8 sous-niveaux, on fait un petit calcul, on arrive à 160. Donc soit il faut être à la moitié, soit il faut être, par exemple, on peut être de base acquis, mais sur une autre compétence, on rattrape en étant avancé acquis. C'est une moyenne en fait qui est faite. On retourne aux conditions d'éligibilité. Il faut avoir 80 sur 160 et cliquer sur le bouton demander la certification. Toutes les compétences doivent être à minima justifiées par un document Word. Alors ça, j'ai mis un petit astérix parce que c'est ma proposition. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé dans les modalités d'examen. On demande juste de justifier avec une assertion et un livrable, mais c'est libre à interprétation. De par mon expérience, je sais qu'il faut à minima un document Word si on n'a pas été en capacité d'accompagner l'étudiant pendant toute l'année. Il est possible de demander un rattrapage une fois par an, comme tout examen. Le déroulé de l'épreuve, on avait aussi la question ce matin, elle dure 1 heure avec 20 minutes de présentation de la part de l'étudiant. Globalement, ça fait 1 minute par compétence. Certaines compétences vont plus vite que d'autres. Et ensuite, il y a 30 minutes d'échange avec le jury. Le jury, en fait, en amont, aura pris connaissance du dossier. C'est un petit peu le travail que vous allez faire en deuxième partie cet après-midi. Vous allez prendre connaissance du dossier, estimer le positionnement de l'étudiant et le jour de l'épreuve, pendant les 20 minutes, vous allez voir si ça infirme ou confirme votre idée et si besoin, vous posez des questions et là, vous pourrez avoir une décision finale, une évaluation finale. Ensuite, l'étudiant sort et vous avez 10 minutes pour échanger avec le jury. En 10 minutes, ça, c'est dans les faits, dans les modalités d'examen. En vrai, ça dure un petit peu plus longtemps. Concernant la composition du jury, il faut à minima 2 personnes, dont un professionnel. On entend par professionnel, malheureusement, pas quelqu'un qui travaille dans une université. C'est quelqu'un qui est issu du monde socio-économique, donc quelqu'un qui travaille dans un incubateur, un entrepreneur. Même nous, pépites, on n'est pas considérés comme des professionnels à ce titre. On est vraiment dans une catégorie à part, voilà, pépites. Donc pour cette certification, il faut une personne professionnelle et une personne issue du monde académique. Est-ce que vous avez déjà des questions sur le déroulé de cet examen, des conditions d'éligibilité? Là, juste un instant, le micro va. Alors, pour les 10 minutes d'évaluation, c'est hors la présence de l'étudiant, c'est uniquement les membres du jury. Et c'est à ce moment-là qu'on doit calculer si on est à 80 sur 160 pour lui délivrer le diplôme. C'est ça, tout à fait. Ce sera pendant ces 10 minutes où il y aura un échange. Vous le verrez un petit peu plus tard, il y a une grille d'évaluation qui reprend les compétences avec 2 colonnes. Une colonne qui est sur l'autopositionnement de l'étudiant et ensuite ce que vous vous proposez. Et vous serez là à discuter si vous voulez 6, 8, voilà. C'est tout bon? Ah oui. Tu disais pour le rattrapage, il y a une possibilité sur l'année de le rattraper une fois. Et est-ce que si l'étudiant ou l'étudiante le rate 2 fois sur l'année, est-ce qu'elle a la possibilité de le repasser l'année d'après ou pas? C'est une excellente question. J'aurais tendance à dire oui si elle se représente au statut étudiant-entrepreneur. Ouais, ok. Et est-ce qu'on peut actualiser ses compétences si, par exemple, je sais pas, la première année, l'étudiant le fait en SNE, il fait 2 ans de SNE et un D2E, est-ce qu'à la fin du D2E, il peut le repasser pour voir si les compétences ont évolué ou pas? Alors, Désolé, hein, j'imagine, aucune décision n'a été prise, on n'a pas ok, le recul. Hein. ok, Ça date d'il y ok, a ok. 1 an ou 2. Ouais. J'aurais tendance à dire que oui, mais ça quand même demande beaucoup de travail.
levez la main. Je réponds, puis, de ce qu'on a compris, hein, puisque on est en cours de process, dans la certification n'apparaît pas le niveau. Donc si tu la valides, je pense, on met juste que tu as validé le certificat de compétences entrepreneuriales. Je rappelle que la certification elle est opérée par le président de votre université qui va le signer et pas le recteur. C'est le recteur au final qui signe le papier de certification. C'est nous, les pépites, au nom de l'université, qui sommes organismes certificateurs, mais c'est le président ou la présidente, pardon, ou le directeur ou la directrice dans notre cas, c'est le président qui va signer et ça doit être co-signé par le recteur. Voilà, donc c'est un process particulier. Donc le repasser, pourquoi pas, mais en fait, ça ne changera pas le certificat. Le certificat, tu l'as ou tu l'as pas. Voilà. Alors, je crois, il me semble que c'est 3 ans, hein. Non, alors, ah ouais. Alors, je pense qu'on parle pas de la même chose. Toi, tu parles pour le délai pour le passer une fois qu'on est sorti du pépite. Ah. Ça, je n'ai pas l'information sur le délai pour pouvoir le repasser. Je ne sais pas trop l'intérêt effectivement de le repasser. Je pense qu'un simple rendez-vous avec un chargé d'accompagnement pépite est suffisant pour voir si on a augmenté sur les compétences, puisque ça n'apparaît pas sur le certificat. Pour faire une comparaison très triviale, ce serait comme dire, je vais repasser le code de la route parce que je l'ai eu avec 5 fautes. Et je me demande si j'ai pas... Oui, mais la question n'était pas celle-ci, c'était est-ce qu'on peut le repasser d'une année sur l'autre alors qu'on a déjà eu. Peut-être, je rebondis sur ce que Magda a dit parce que c'est important. C'est vraiment un halo de compétences en fait, hein, et pas compétence par compétence. Ce qui a amené à beaucoup de discussions, puisque finalement sur les compétences hard, on pourrait considérer que quand même si l'étudiant les maîtrise pas, on peut pas lui délivrer. Or, c'est pas le choix qui a été fait dans le cadre de ce certificat de compétences. C'est finalement une moyenne. Voilà. Mais ça a été l'objet de discussion pour se dire est-ce qu'il y a quand même des compétences centrales qui seraient plus importantes que d'autres. C'est pas le choix qui a été fait. Donc c'est une espèce de moyenne. Voilà, c'est juste pour repréciser et venir en complément de ce qu'avait dit Magda. On va passer à la suite. Donc le parcours de l'étudiant pour demander ses certifications de compétences, c'est au moment de son arrivée dans Pépite, il faut qu'il s'auto-positionne sur Pépitidi, sur son espace. Ensuite, il faut qu'il y ait à minima un ou plus de rendez-vous de suivi pour qu'on soit en capacité de l'évaluer par ailleurs. C'est pour ça que dans les modalités, il faut absolument que l'étudiant soit actif. Si on l'a jamais vu de l'année, c'est impossible. Une étape facultative que j'ai mis en place au sein de Petit LR, c'est faire une certification blanche. C'est-à-dire qu'on fait une simulation d'une certification pour mettre vraiment l'étudiant en position, parce que 20 minutes, ça passe très vite, et pour venir un petit peu affiner son positionnement, pour que le jour de l'examen, ça se passe comme mieux. Et enfin, la véritable évaluation à 360 avec les membres du jury et l'examen officiel. Avoir une posture entrepreneuriale. Donc, la compétence, travailler avec les autres. Certains d'entre vous ont déjà travaillé sur cette compétence. Donc, pour le niveau de base, c'est je sais travailler en équipe de manière efficace. Donc, l'étudiant, il va présenter une ou plusieurs situations dans lesquelles il a été amené à travailler en équipe. Intermédiaire, je sais mobiliser une équipe pour créer de la valeur. De même, il va expliquer une ou plusieurs situations où il a été amené à mobiliser une équipe en justifiant que c'est pas par copinage qu'il allait vers un tel ou un tel, mais parce qu'il avait décelé des compétences manquantes. Avancé, je sais créer et animer une équipe et mobiliser des comités de distance. Donc voilà, il démontre comment est-ce qu'il a créé cette équipe, comment il a animé et comment il a fait pour mobiliser les comités de distance. Par comité de distance, ce que entend le référentiel, c'est des personnes qui ne sont pas présentes physiquement. Par exemple, si vous avez des projets avec un étudiant qui est basé ici en France ou en Occitanie et qui a un associé qui est soit basé justement à Lille ou alors carrément dans un autre pays, voilà, c'est pas la même façon de travailler quand on est séparé par une distance. Ça peut être aussi des communautés sur les réseaux sociaux. Comment il arrive à activer, par exemple, des followers sur Twitter, Instagram, est-ce qu'ils répondent. Donc ça, c'est pour le niveau avancé. Et enfin, pour le niveau expert, je sais concevoir des méthodes et des espaces de travail favorables au travail en équipe. Et donc là, on attend vraiment à ce que l'étudiant présente une méthode de travail qui est innovante. D'où le niveau expert. Des questions sur cette compétence? Ok.
Deuxième compétence, être autonome. Pareillement, vous l'avez vu, avec un point rouge, comme vous pouvez le voir, on n'a pas les livrables. Donc, on va se servir de ce que vous aurez produit ce matin pour venir compléter ce PowerPoint. Pour le niveau de base, être autonome, c'est je sais réaliser des actions courantes en pleine autonomie. Voilà, l'étudiant décrit une ou plusieurs actions courantes qu'il a menées en autonomie. Intermédiaire, je peux réaliser en pleine autonomie des actions créatrices de valeur. Donc là, il va décrire quelles sont ces activités créatrices de valeur. Avancé, je peux concevoir des activités créatrices de valeur seule ou en équipe. Voilà, là pareillement, il va expliquer quelles sont ces activités. Expert, je peux inciter et aider les autres à travailler en autonomie. Donc là, normalement, il y a un élément qui devrait faire tilt, c'est mon étudiant, il est tout seul sur son projet. Voilà, c'est mort. Parce que forcément, il faut être en équipe. Voilà, donc ça, c'est un parti pris du référentiel. On est d'accord ou pas. Il ne pourra pas avoir maîtrisé cette compétence entièrement si il n'est pas en équipe. Pour avancer, on entend plutôt les deux. En tout cas, quand on a fait les formations avec Epic France, on entendait les deux. Parce que c'est pas la même façon de travailler seul et en équipe. Voilà. C'est libre à interprétation. Voilà. D'autres questions? Non, très bien. Être curieux, explorer, écouter. Niveau de base, je ne sera pas d'explorer des situations nouvelles et je sais écouter les autres. Voilà, donc il explique quelles sont les situations nouvelles auxquelles il a été confronté. Intermédiaire, je sais identifier des solutions nouvelles pour des besoins bien identifiés. Il démontre qu'il a su trouver une ou plusieurs façons originales pour répondre à un besoin. Avancé, je sais concevoir des solutions nouvelles pour améliorer le processus de création de valeur. Il démontre qu'il a répondu à des besoins d'une manière inédite. Et niveau expert, je sais transposer des connaissances, des idées et des solutions à de nouveaux domaines d'application. L'étudiant présente une ou plusieurs transpositions qu'il a fait d'un domaine à un autre. Là, cette fois-ci, on a des livrables qui sont proposés. De par le référentiel, il suggère que l'étudiant s'appuie sur des avis sollicités ou des sources d'information. Qui ne comprend pas? Oui? Alors, il faut savoir que dans le référentiel, ils font pas la distinction. C'est nous avons la grille et livrable et c'est faites votre liste de courses. Donc, à mon sens, le niveau de base, c'est le niveau qui est le plus facilement qu'on peut avoir le plus facilement. Donc, les avis sollicités sur l'information, ça correspond plus à ce niveau-là. Donc, l'objectif, c'est que l'étudiant, il démontre que son projet, il l'a pas inventé tout seul, il s'appuie sur un besoin réel. On sait que le plus important pour un projet, c'est d'avoir de la demande en face. Si on n'a pas de client, bah c'est super notre idée, hein, mais s'il n'y a personne pour acheter, pas de projet. D'où l'importance d'avoir des avis sollicités ou les sources d'information. Tout à fait, exactement. Les sources d'infos, donc de la veille liée à leur étude de marché. Oui, c'est ça, veille concurrentielle, voilà, tout ça. Et ça, c'est une preuve en fait de la compétence. Ça viendra prouver qu'il est allé chercher dans le domaine quels étaient les besoins. Donc ça montre déjà ce travail de la curiosité, l'exploration et l'écoute. Parce que ce qui viendra en complément, c'est il a fait son étude documentaire et ensuite comment est-ce qu'il a appliqué dans son projet. C'est ça aussi qui est important. C'est comment il va appliquer ce qu'il a lu. Moi, juste ce qui me questionne là, c'est qu'il rassemble en fait plusieurs soft skills dans une seule, un seul intitulé. Être curieux, explorer, écouter, c'est pas du tout en fait, c'est plusieurs softs derrière qui se traduisent, voilà, par des choses. Et oui, tout à fait. Mais c'est parce que le référentiel entre compte, il avait 442 actifs et que là, on est descendu à 160. Donc effectivement, toute la difficulté quand même d'avoir un livrable qui va pouvoir tout à fait. À plusieurs reprises, on va se retrouver avec une compétence qui se retrouve un peu melting pot, voilà.
Donc là encore, ça va, mais un peu plus tard, on va être confronté à une problématique où il y a 2 compétences en une. Et en fait, ça va être vraiment séparé en 2 parties. La première compétence se retrouvera sur le niveau de base intermédiaire, la seconde sur avancée expert. Et par exemple, je me suis retrouvée confrontée au problème où l'étudiant avait la deuxième et pas la première, donc il était coincé au niveau de base. Limite du référentiel. On aura l'occasion de le voir plus tard. Attendez, Catherine. Attendez. Je vais parler fort. Peut-être qu'au niveau des livrables attendus, on pourrait avoir peut-être des choses plus précises encore, par exemple enquête, étude de marché, Alors, pour que ça soit plus parlant pour, je pense aux coachs qui vont découvrir qui vont avoir à mettre en œuvre ce document-là pour évaluer, pour rendre les choses beaucoup plus pourquoi pas? opérationnelles pour Pourquoi eux. pas, effectivement. Et ensuite, peut-être une progression selon les niveaux, parce qu'intermédiaire, avancé, expert, on n'aura peut-être pas les mêmes outils qui seront les mêmes livrables. Tout à fait. Cette présentation, elle est amenée à évoluer. La présentation, c'est un premier travail. D'où les ateliers ce matin pour faire ressurgir des nouveaux livrables. Cette présentation va être nourrie par les différentes certifications qui aura lieu au fur et à mesure. Donc, pas mis à faire une liste exhaustive de tous les documents qui existent. On pourra venir le compléter au fur et à mesure. En fait, quand on le regarde, ou c'était celui-ci ou le précédent, je me C'était rappelle le plus. précédent. En fait, on voit bien qu'il y a deux choses différentes. Il y a, est-ce que j'ai sollicité des avis, j'ai fait des sources d'informations, et c'est plutôt les 2 premiers niveaux. Et les 2 seconds, c'est comment j'ai réussi à intégrer ça dans mon projet. Et c'est ça qui rend compliqué, en fait, ici, le référentiel, parce que, on va dire, base intermédiaire, c'est j'ai su trouver de l'info, m'en nourrir. Et puis après, comment je l'intègre. Et c'est là où parfois le référentiel est compliqué. C'est-à-dire, si j'ai fait pas mal d'avis, mais que j'ai pas été capable de faire évoluer mon projet, ben, finalement, on va rester peut-être à intermédiaire, je sais pas, mais on n'ira pas plus loin. Donc voilà, on va considérer que la compétence, elle est bien mieux acquise si j'ai été capable non seulement d'aller chercher de l'info, des contacts, mais que j'ai réussi à l'intégrer dans mon projet. Et de ce point de vue-là, le suivi que on peut avoir en longueur sur le projet, aussi voir comment l'étudiant était capable, puisqu'on l'a suivi plein de fois, d'intégrer ou pas ses avis, ses éléments, c'est ce qui fait qu'on va réussir à être sur les 2 derniers niveaux de compétences. La fameuse compétence résout des problèmes complexes. Donc, ceux qui ont déjà passé une certification de compétence connaissent la complexité de cette compétence. Donc, un problème complexe, bien entendu, ça va avoir différents niveaux d'interprétation en fonction de si on est un entrepreneur, une entreprise individuelle ou si on est le directeur d'une multinationale. Bien entendu. Et c'est pourquoi, dans la certification de compétences, on fait en sorte d'avoir plusieurs personnes pour qu'il y ait une discussion et qu'on tende vers une objectivité. L'objectif de cette compétence, ça va être vraiment de savoir quel est le comportement de l'étudiant face à une situation complexe. Donc la première chose, ça va être de savoir qu'est-ce que l'étudiant comprend par un problème complexe. Ensuite, ce sera est-ce qu'il connaît des méthodes pour résoudre des problèmes et par extension des problèmes complexes. Et ensuite, est-ce qu'il est capable de les appliquer dans le cadre de son projet. Voilà, c'est pour ça que niveau intermédiaire, on propose tout outil qui permet à l'étudiant de se représenter un problème complexe. Pour le niveau avancé, les méthodes de résolution de problèmes connues, comme par exemple la très connue QQO-QCP, et au niveau expert, les méthodes de résolution de problèmes utilisées concrètement dans son projet. On passe à la suite. Savoir communiquer, compétence que vous avez vue ici. Pour le niveau de base, c'est transmettre une idée de façon claire, structurée et convaincante. Donc là, on est sur une pure compétence douce, pas forcément obligé de l'associer à son projet. Cependant, nous avons fait le choix de plutôt demander qui, lui, dans sa justification, le rattache à son projet. Parce que si on prend juste cette partie-là, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, comme justification.
Au niveau intermédiaire, je sais transmettre la valeur d'une idée à des acteurs différents en adaptant mes arguments et mon discours. Donc l'étudiant présente la situation pendant lesquelles il ou elle a été amené à modifier son discours et ce dernier. Par exemple, pitch de projet avec une cible différente à chaque fois. Donc là, on va essayer d'évaluer sa capacité à adapter son discours en fonction de ses interlocuteurs. Que ça va être face à un client, face à un fournisseur, face à un potentiel financeur. On va pas avoir le même discours. Niveau avancé, je sais communiquer des scénarios et des récits qui inspirent les tiers pour les mobiliser dans mon projet. Donc là, l'étudiant va présenter quelles étaient les occasions où son pitch a amené à une implication, un investissement de la part d'un tiers. Niveau expert, je sais formaliser et déployer sur la durée une stratégie de communication pour mon projet. Et là, on livrera par exemple un plan de communication. Être motivé et persévérer. Le niveau de base, je suis motivé et je ne décourage pas face à l'ampleur des tâches à réaliser. Voilà, donc l'étudiant va présenter sa motivation et quelles sont les tâches compliquées auxquelles il a été confronté et quel a été voilà un tableau de bord. Avancé, je sais persévérer malgré l'adversité pour atteindre les objectifs. L'étudiant présente une des situations objectivement difficiles auxquelles il ou elle a été confronté et sa réaction face à cela. Et pour expert, je sais m'adapter et faire évoluer mon projet face aux revers et aux échecs, tout en continuant de motiver les autres. Voilà. Donc l'étudiant il présentera comment il a fait pour faire perdurer son projet, malgré les embûches, et comment il a fait pour continuer à motiver les autres membres de son équipe. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Avoir conscience de soi et de son auto-efficacité. Niveau de base, je sais identifier mes capacités et mes aspirations. Donc l'étudiant présente ses capacités et ses aspirations. Intermédiaire, je sais utiliser mes forces et composer avec mes faiblesses pour créer de la valeur. L'étudiant présente quelques-unes de ses forces et faiblesses et leurs conséquences. Et c'est plutôt sur le projet. Oui, tout à fait. Avancé, je conçois mon parcours comme un espace de développement personnel et professionnel en étant à l'écoute des autres. L'étudiant présente les étapes de son développement personnel et professionnel. Donc par exemple, formation auquel il ou elle a assisté. Par exemple, ce que je fais lors des rendez-vous de suivi ou de la certification blanche, je leur demande qu'ils identifient des faiblesses qu'ils ont. Et ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce qu'ils sont allés chercher des formations pour diminuer ces faiblesses, ou alors ils sont allés chercher des personnes parce que, par exemple, ils ont un manque de connaissances en développement pour une application, par exemple. Voilà, non seulement c'est prendre conscience qu'on a des faiblesses, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a identifiées. Expert, je sais concevoir une stratégie de développement professionnel pour moi et mon équipe. Donc l'étudiant explique comment il a créé la stratégie de développement. Donc ça peut être un plan de formation pour lui et pour son équipe. Partie B. Première compétence, faire preuve de créativité. Compétence sur laquelle vous avez aussi travaillé ce matin. Niveau de base, je sais proposer des idées originales en réponse à des besoins nouveaux. Donc l'étudiant va présenter l'approche innovante qu'il ou elle a faite face à un besoin détecté. Intermédiaire, je sais utiliser une ou plusieurs techniques pour générer des idées créatrices de valeur. L'étudiant présente une ou plusieurs techniques de créativité et montre qu'il ou elle les comprend. Attention, ici on entend vraiment outil de créativité. Dans le cadre du référentiel de compétences, c'est bien écrit outils de créativité du type brainstorming, design thinking, etc. On n'est pas sur je suis capable de dessiner un autoportrait. Voilà, la créativité est quand même assez cadrée dans le cadre du référentiel. Avancé, je sais impliquer et accompagner des acteurs dans la recherche et le test d'idées créatrices de valeur. Donc l'étudiant présente une ou des situations où il a accompagné les autres dans leur créativité. Et le niveau expert, je sais concevoir et mettre en œuvre un processus de génération et de validation d'idées créatrices de valeur. Je pense
m'embêter, mais d'un autre côté, c'est pour échanger un peu, pour pas avoir juste le défilé des diapos. Je ne demande que ça. En vous écoutant, on a vraiment, je pense, une difficulté en tant que coach, hein, si je prends la casquette du coach académique ou pro, c'est que le coach, il reçoit l'étudiant, il le fait avancer sur son projet. Donc on va le questionner sur sa proposition de valeur, sur ce qu'il doit faire, on va lui dire fais une étude de marché, fais une enquête, fais des documents financiers, etc. Mais on ne va pas, par exemple, le mettre en situation de stimuler la créativité au sein de son équipe. Parce qu'on est focalisé sur le projet qu'il porte. Et pour autant, après, on nous demande d'évaluer des compétences dans une autre perspective que celle où on a fait travailler bien souvent l'étudiant. Et je pense que c'est cet écart-là qui est difficile pour le coach, parce que d'un côté, il a fait travailler l'étudiant pour qu'il avance dans son projet, souvent de création d'activité, et on va l'évaluer sur des compétences qu'on n'a pas forcément travaillées, comme par exemple le niveau avancé ici. Est-ce qu'il a accompagné les autres dans leur créativité ? C'est quand même assez éloigné du travail de coaching sur le produit ou le service proposé. Et donc, on a là deux orientations quand même bien différentes. Je pense que ça contribue à la difficulté de l'évaluation de ces compétences dans le cadre du coaching du projet étudiant. Tout à fait. En fait, il faut qu'on prenne un parti pris. C'est-à-dire, soit on impose ou on intègre complètement ce passage de certificat dans le D2E, auquel cas, on fera bloc par bloc. Ces parties-là, l'étudiant, vraisemblablement, dans le cadre d'un projet, ils vont les mettre en place pour pouvoir faire avancer le projet. Donc ça, avec le coaching, c'est couvert. Pour la partie avancée, bon, eh bien justement, ça va être à voir peut-être avec un chargé d'accompagnement pépite, si l'étudiant a mobilisé ces choses-là ou pas, et s'il ne l'a pas fait, est-ce qu'il est en capacité de le faire, c'est-à-dire lui dire, bon voilà, essaye de faire ça avec quelqu'un. En fait, on essaye, alors qu'ils ne sont pas dans la grille, on essaye de les faire entrer dans la grille, même si leur projet, c'est peut-être pas forcément. Oui. Oui, effectivement, moi je pense que la question, elle me semble vraiment importante parce que en fait, ça oblige à remonter un petit peu en méta par rapport au dispositif. C'est-à-dire que il est clair que si on envisage le dispositif comme un dispositif pédagogique, eh ben, il va falloir, comme tu le dis très justement, essayer de garder à l'esprit que dans l'accompagnement, on va donner l'opportunité à l'étudiant de, effectivement, de créer des situations qui vont permettre de développer et éventuellement de valider les compétences. Donc c'est vrai que ça, pour les coachs, ça amène une espèce de double lecture qui est d'un côté, soit on imagine ça plutôt comme une pédagogie par projet qui s'appuie sur un projet de l'étudiant, soit on a un côté un peu plus pro, le nez dans le guidon, et on se dit, voilà, on l'accompagne sur son projet, puis on verra bien si dans ce cadre-là, certaines compétences ont été développées parce qu'il a eu l'opportunité et des situations qui lui permettent de les développer ou de les mettre en œuvre. Et c'est vrai que là, il y a une forme de dualité qui n'est pas très évidente, qui serait presque même à réfléchir ou à discuter, alors même si des fois ils sont un peu jeunes, avec l'étudiant en amont pour savoir quel est son objectif. C'est plutôt une acquisition de compétences. Dans ce cas-là, on va rester comme un projet qui est un support pédagogique, ou s'il est vraiment dans un opérationnel, je ne dis pas que les compétences ne sont pas intéressantes, mais là on pourrait avoir peut-être un objectif un peu différent. Tout à fait. C'est une décision à prendre dès le démarrage de l'accompagnement, en fait. Ouais. Est-ce que ces étudiants ont ces fiches avec tout? Pas encore. Là, c'est un document de donc, ceux travail. qui ont déjà passé les certifications ne l'avaient pas. Non, l'an dernier, ils ne l'avaient pas. Et donc les prochains les auront et pourront réfléchir déjà tout seuls. On espère. On tend vers ça, tout à fait. C'est important parce que s'ils les ont et qu'on leur dit sur chaque rendez-vous, on va travailler sur 2 fiches, voilà, pourquoi pas, vous en êtes tout et voir avec eux si les livrables et les justifications conviennent, on avancera beaucoup plus vite, mais il faut qu'ils aient tous les documents. Donc, tout à fait. C'était l'objectif, d'où cette reformulation qui fait un petit peu paraphrase à certains moments, et cette proposition de livrables pour les aider, les cadrer, leur donner une piste, une sorte de tutoriel. Oui. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est si on est vraiment focus de base sur les compétences qu'il y a là, j'ai peur que ça rigidifie l'accompagnement et qu'on soit sans arrêt sur le truc. Alors tu vas bosser là-dessus. Je pense que ça perd un peu
de liberté, quoi. Et dans l'échange, c'est un peu ma crainte. Oui, il faut qu'on réfléchisse à quelle est la façon la plus logique, la plus intéressante de mettre en place ce référentiel pour les étudiants. En fait, la question qui est posée, c'est que on a une dualité finalement. C'est est-ce qu'on accompagne le projet ou est-ce qu'on accompagne l'acquisition de compétences? Et ça rebondit sur les deux remarques. Et effectivement, la difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas que les compétences l'emportent sur le projet. Mais qui va demander la certification de compétences? C'est souvent quand même ceux qui ne vont pas créer, parce que ceux qui vont créer, on va dire, souvent ils sont sur autre chose et ils vont pas nécessairement demander la certification de compétences au moment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de différent de certifier ses compétences, surtout quand on est sur les niveaux les plus avancés ou experts. Et même là, on voit bien sur le niveau intermédiaire, il y a quelque chose qui est aussi lié autour de la connaissance. Je connais des méthodes. Qui se rapprocherait plus d'un diplôme, et puis alors je les connais, et puis je sais un peu les mettre en œuvre, je sais un peu plus les mettre en œuvre, je sais mobiliser des gens, et c'est vrai que cette question-là, elle est compliquée. Il n'y a pas de solution satisfaisante aujourd'hui telle qu'il est posé, puisque ça reste un certificat de compétence. Donc, mais moi je pense, mais ça c'est ma position du directeur de Pépite, notre objectif c'est quand même en premier lieu de les aider à porter leur projet. Et il n'y a pas d'obligation à passer la certification. C'est un plus. En tout cas, aujourd'hui, même si le ministère souhaiterait peut-être qu'à terme, ce soit plus systématique, aujourd'hui, on essaie de les amener le plus loin possible dans leur projet. Ils créent ou ils ne créent pas, c'est leur décision. Mais c'est quand même notre rôle, c'est le D2E ou le SN2E, il est fait quand même pour travailler à la fois sur le porteur et sur le projet, et pas nécessairement sur les compétences. Donc, je pense que pour répondre à la question, il ne faut pas perdre de vue que en tant que coach, on pourra peut-être pas tout faire. Alors, effectivement, en informant les étudiants, peut-être que ça va les aider à préparer. Mais par contre, il me semble que notre rôle, c'est d'abord de travailler sur le couple porteur de projet. Au niveau de base, je sais identifier des besoins non satisfaits. Donc, l'étudiant présente les besoins non satisfaits constatés. Là, on retrouve le questionnaire, l'étude de marché. Intermédiaire, je sais identifier des opportunités et analyser des besoins dans des contextes différents. Donc là, l'étudiant va vraiment présenter son étude de marché, avec des outils d'analyse tels que Pestel, SWOT. Avancé, je sais analyser et remettre en question des pratiques établies pour créer des opportunités entrepreneuriales. Voilà, donc il présente l'analyse de son étude de marché et le plan d'action qui en découle. Expert, je sais agir pour transformer une opportunité entrepreneuriale en projet et anticiper les tendances. Donc là, ce sera par exemple en livrable une note d'opportunité. Je passe. Stimuler sa vision. Niveau de base, je sais élaborer des scénarios simples permettant d'imaginer l'avenir dans mon domaine d'activité. Donc l'étudiant va présenter un ou des scénarios possibles à N+1, N+2 dans son domaine d'activité. Donc voilà, ce sera le scénario en tant que livrable. Intermédiaire, je sais proposer une vision de l'avenir inspirante pour les autres à travers des scénarios crédibles. Donc là, l'étudiant va présenter un ou plusieurs scénarios. On conseille de faire optimiste et pessimiste, histoire d'avoir une hypothèse. Pareillement, N+1, N+2 pour son projet. Avancé, je sais élaborer une vision stratégique de mon projet en analysant le contexte et en associant mes parties prenantes. Donc voilà, il va présenter le plan stratégique de son projet. Clairement, je ne l'ai jamais vu, ça. Aucun étudiant que j'ai fait passer n'a atteint ce niveau-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais les niveaux experts, principalement, ce n'est pas possible. Et avancé pour la majorité des cas aussi. Même si on a des profils d'étudiants très variés, des personnes qui sont en reconversion ou qui ont été déjà entrepreneurs par ailleurs, c'est quand même un référentiel qui est difficile. Et du coup, expert, je sais convaincre de mon choix parmi des scénarios dans un contexte d'incertitude. Alors là, vraiment pas du tout. L'étudiant présente sa réflexion et son argumentaire qui l'a mené à choisir tel scénario dans un contexte objectivement incertain. Par exemple, Covid, inflation, crise du gaz, ainsi que le retour des autres. Voilà. Concevoir une proposition de valeur. Le niveau de base, je sais trouver des idées qui ont de la valeur pour les utilisateurs. Donc, il va présenter l'étudiant la manière dont il ou elle recherche et identifie des sources de valeur pour les utilisateurs. Donc, par exemple, on peut s'appuyer sur le Value Proposition Canva. Intermédiaire, je sais identifier les fonctionnalités d'une offre et différencier les sources de valeur. Donc, il présente les différentes fonctionnalités de son offre et les sources de valeur de son projet.
Avancé, je sais concevoir seul ou en équipe une proposition de valeur globale et décomposer la chaîne de valeur. L'étudiant va présenter sa proposition de valeur et comment il a fait pour la construire, ainsi que la chaîne de valeur de son projet. Donc là, on peut s'appuyer sur la chaîne de valeur de porteur. Expert, je sais mobiliser des approches innovantes pour continuer à renforcer ma proposition de valeur. L'étudiant présente les innovations mises en place pour renforcer sa proposition de valeur. Il n'y a pas d'exemple. J'ai été en difficulté d'en trouver un, je n'y ai pas été confrontée. Voilà, donc des innovations globalement. D'ailleurs, si vous avez des idées, moi je suis preneuse. Penser de manière éthique et durable. Donc le niveau de base, je sais reconnaître ce qui est éthique pour moi et expliciter mes engagements pour l'environnement et la société. L'étudiant présente sa vision de l'éthique et ses actions concrètes pour y correspondre. Intermédiaire, je sais intégrer dans mon projet mon éthique et l'impact présumé de mes actions sur l'environnement et la société. Donc l'étudiant va présenter le lien entre son éthique et son projet, c'est-à-dire expliquer quelles sont les retombées positives et négatives de son projet. Donc par exemple, ça peut être en livrable une analyse des faits. Avancé, je sais décider en fonction de mon éthique et de l'analyse de l'impact de mon activité créatrice de valeur. Donc l'étudiant va présenter des décisions éthiques qu'il ou elle a dû prendre et mettre en place dans le cadre de son projet. Donc là, effectivement, même si on est toujours dans la partie B, faire émerger une opportunité d'entreprendre, là, on est déjà dans agir et lancer un projet. Il faut que le projet il soit lancé pour qu'il puisse prendre des décisions qui correspondent à ses objectifs éthiques. Donc là, ce serait par exemple en livrable un compte-rendu des décisions et leur impact. Expert, je sais responsabiliser les parties prenantes externes et internes de mon projet sur l'impact de nos actions conjointes. Donc l'étudiant présente la manière dont il ou elle sensibilise ses partenaires aux retombées de leur action. Là, c'est pareil, jamais. On est dans le futur. Et une fois qu'on aura terminé la théorie, on va faire un petit peu de mise en pratique. Là, vous allez vraiment pouvoir vous frotter au référentiel tel que vous serez amené à le faire plus tard. Première compétence, construire le modèle d'affaires. Pour le niveau de base, c'est je connais le rôle du modèle d'affaires. Par modèle d'affaires, là, on est hyper large. Ça peut être le business model Canva, le social lean Canva, le business plan. Donc l'étudiant, pour le niveau de base, doit comprendre à quoi sert le modèle d'affaires et quelles sont les différentes parties. Pour le niveau intermédiaire, il sait définir chacune de ces parties. Si on prend le Lean Canva, les 9 cases de mémoire, les 9 cases doivent avoir été renseignées et comprises. Pour le niveau avancé, je sais rédiger un modèle d'affaires et en plus de ça, je fais un plan d'action pour pouvoir mettre en place concrètement ce modèle d'affaires. Pour le niveau expert, je sais faire évoluer le modèle d'affaires afin de relever de nouveaux défis. Donc là, on est vraiment sur est-ce que l'étudiant a su faire évoluer son modèle pendant l'année. Est-ce qu'il a fait, par exemple, plusieurs fois un Lean Canva? Alors, bien entendu, ça va plus se prêter au premier modèle d'affaires. Le BP, il ne va pas s'amuser à en faire 50. D'ailleurs, ce n'est pas conseillé. C'est pour ça que dans un premier temps, on dit plutôt faites un modèle d'affaires plus simple, type Lean Canva, Business Model Canva. Pour la partie BP, ne faites pas la partie financière. Deuxième compétence, construire l'ingénierie financière du projet. Voilà, la partie financière, elle est là. Pour le niveau de base, je sais construire un budget simple et je connais les principaux concepts financiers. C'est quoi un chiffre d'affaires? C'est quoi un seuil de rentabilité? Le taux de marge sur coût variable? Voilà, est-ce que je connais un petit peu quelle est la base de la base pour le côté financier d'un projet? Intermédiaire, je sais définir le budget d'un projet et ses besoins en trésorerie. Donc là, on est déjà l'étape d'après, un budget prévisionnel, un compte de résultat. Avancé, je sais construire la modélisation financière du projet et choisir les ressources publiques ou privées adaptées. Là, ce sera un plan de financement, donc on est vraiment sur un projet bien avancé. Pour le coup, avancé prend tout son sens. Niveau expert, je sais lever des fonds et assurer des revenus, évaluer la santé financière du projet. Donc là, l'étudiant va présenter les différentes situations où il a levé des fonds, etc. etc. Bon, je crois de mémoire que j'ai eu un étudiant qui l'avait fait, mais sinon c'est quand même relativement rare. Voilà. Il ne s'agit pas juste de vérifier qu'on a ces documents, parce que si on voit un plan de financement, un plan de résultat, etc., on va cocher. On va cocher, je disais, si on voit qu'il y a ces documents, mais en fait, ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est-à-dire qu'un plan de financement, il peut être
Tout à juste fait. réaliste, fouillé, ou il peut être juste donné et finalement pas pertinent. Non, non, il faut effectivement que ce soit un plan de financement pertinent, un compte de résultat pertinent. Il n'a pas mis des chiffres comme ça au doigt mouillé. Et surtout, très important, et que j'ai oublié de préciser, donc merci pour la question, c'est lui qui l'a fait. Pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et on le vérifie en lui posant des petites questions. Si on se rend compte que le niveau de base, il n'a pas, on n'est pas dupe, hein, il ne sera pas niveau avancé. Justement, Magda, j'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que le fait d'avoir, ou alors peut-être que l'année dernière, tes étudiants, ils ne l'avaient pas, mais ceux de cette année, est-ce que le risque, justement, en leur donnant beaucoup d'idées de livrables, ce qui est très bien, parce qu'effectivement, il y a certaines compétences où ils sont archi paumés, ils ne savent pas du tout comment ils pourraient le justifier, mais est-ce que le risque, ce serait justement pas qu'ils remplissent scolairement, comme ils peuvent avoir l'habitude de faire des cases, ils te donnent un tableau, ils te remplissent tout ce qu'il faut, donc comme disait Michel, on coche, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas la démarche. Donc je me dis, est-ce qu'au final, il vaut mieux pas laisser libre sur en fait, la forme du livrable, parce que ce qui va nous importer, ça va être plus la démarche qu'il a entreprise et la réflexion qu'il a menée. Je sais pas, je me pose la question, parce que moi, il y a des fois certains étudiants, je leur demande de remplir un tableau, ils remplissent un tableau. Mais dès qu'on va creuser, au final, bon, il n'y a pas grand-chose. Le BMC, c'est pareil, on le voit tous. Hein. Moi, je préfère qu'il me présente autre chose qu'un BMC, mais que je vois que derrière, il a vraiment réfléchi et mené des actions. La forme, en fait, finalement, je sais pas, c'est une vraie question. Et comme toi, tu as mené pas mal de certifs, est-ce que tu n'as pas eu ce type de cas des fois? Alors, ça n'existait pas. Donc, c'était vraiment au petit bonheur la chance. Parfois, ils présentaient quelque chose totalement à côté, donc c'était compliqué. C'est moi qui les dirigeais un petit peu plus vers tel ou tel modèle. Après, ça dépend vraiment de votre positionnement. Soit vous considérez que pour avoir cette compétence-là, il faut qu'il ait appris, qu'il ait travaillé sur un budget prévisionnel. Bon, là, à ce moment-là, vous pouvez le mettre. Mais effectivement, à partir du moment où on va mettre une liste de livrables, forcément, l'étudiant va trouver plus confortable d'aller piocher dedans. On peut l'amener à aller chercher ailleurs aussi, la porte est toujours ouverte. Donc ça, c'est vraiment vous, personnellement, en tant que pépite, vous choisissez ce que vous voulez. Planifier et gérer. Niveau de base, je sais créer un plan d'action composé d'activités simples ciblées sur des objectifs clairs. Donc l'étudiant va présenter un plan d'action. Intermédiaire, je sais adapter un plan d'action lors de sa mise en œuvre en adaptant les activités, les étapes ou les objectifs. L'étudiant présente les changements opérés sur son plan d'action initial. Donc par exemple, s'il avait fait un Gantt, est-ce qu'il a eu des modifications? S'il utilise un autre outil aussi, faut qu'il ait gardé la trame de ces différents changements. Avancé, je sais utiliser une méthode agile en gestion de projet, en équipe, pour modifier le déroulement des projets face aux événements. Voilà, sinon le son, je pense qu'il ne sera pas terrible. Donc là, c'est la méthode agile qui est recherchée. Expert, je sais transformer la stratégie d'action de mon projet pour prendre en compte les aléas sans en perdre le contrôle. Bon, là, c'est pareil. Perso, il n'y a pas vraiment. Donc l'étudiant présente la manière dont il gère sur le long terme son projet. Outil de gestion du projet. Donc là, voilà, on a vraiment cité un ou deux exemples. L'étudiant, il faut vraiment qu'il choisisse ce qu'il veut. S'il fonctionne par une autre façon, il se fait des notes, il se fait des to-do list, il est libre. L'objectif, c'est est-ce qu'il est capable de planifier ou est-ce qu'il fait vraiment à l'instinct et surtout, est-ce qu'il a fait évoluer en fonction de la réalité du terrain. Gérer les risques, l'ambiguïté et l'incertitude. Donc, niveau de base, je sais identifier les possibles risques associés à une activité simple et ne crains pas de faire des erreurs. Donc là, l'étudiant, clairement, liste de risques pour son activité. Si l'étudiant il souhaite faire un food truck, dans les risques, ça pourrait être intoxication alimentaire. Voilà, typiquement. Intermédiaire, je sais évaluer de façon critique les ambiguïtés et les incertitudes liées à un projet. Donc l'étudiant il va présenter son identification et l'analyse des risques et aussi quel va être son comportement face à ce scénario. Parce que c'est bien d'avoir établi quelles étaient les menaces, par exemple, par rapport à son projet, mais dans le cas où cette menace arriverait, que va faire l'étudiant? Donc c'est vraiment la prise en connaissance et la compréhension du risque. Avancé, je sais agir face à l'incertitude et je sais prendre une décision selon le principe de la perte acceptable. Voilà, donc il va présenter les situations, les contextes incertains et pourquoi est-ce qu'il a choisi telle ou telle façon de faire.
Donc là, ce qu'on cherche à évaluer, c'est la logique effectuelle. Expert, je sais évaluer les investissements à haut risque et à long terme. Donc l'étudiant va présenter ses investissements à haut risque et à long terme, clairement jamais vu. Mobiliser les ressources. Niveau de base, je sais identifier les ressources matérielles et immatérielles nécessaires à la réalisation d'une activité simple. Donc dans l'idée, ce serait bien que l'étudiant présente une liste plutôt exhaustive des ressources dont il va avoir besoin. Alors on ne va pas être du style ressources, on mettra ressources en... c'est quoi déjà le terme? Je crois que c'est bureautique, si je ne dis pas de bêtises. Il ne va pas mettre, il me faut 5 stylos, 3 post-it, 4 feutres. Voilà, mais en tout cas, qu'ils arrivent à classer et qu'ils se rendent compte de toutes les ressources matérielles et immatérielles dont il a besoin. Intermédiaire, il a identifié ses ressources et il est en capacité de les mobiliser pour son projet entrepreneurial. Niveau avancé, il est capable de gérer ses ressources. Donc là, typiquement, si c'est un étudiant qui est avec des denrées périssables, quelle est sa méthode de gestion des stocks? Par exemple, puisqu'il utilise la méthode FIFO, First In, First Out, ou autre chose. Expert, je sais élargir le cercle des ressources mobilisées pour accompagner le développement de mon projet entrepreneurial. Donc l'étudiant va présenter l'évolution des ressources nécessaires au bon déroulé de son projet. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure de la vie de son projet entrepreneurial, les ressources fluctuent elles aussi. Compétences similaires, mais pas tout à fait, mobiliser les autres. Oui, les humains ne rentraient pas dans les ressources. Ça, on peut avoir la différence. Donc, pas la différence, la confusion. Niveau de base, je sais identifier les personnes ressources et créer des nouveaux contacts. Donc là, l'étudiant, il va expliquer ce que signifie pour lui une personne ressource et comment est-ce qu'il a fait pour les contacter. Niveau intermédiaire, il sait nouer des relations avec eux et intégrer des réseaux utiles à leur projet. Typiquement, intégrer Pépite, c'est un réseau utile à son projet. Avancé, je sais obtenir l'appui des autres pour un projet et déléguer des responsabilités. Donc là, il va expliquer comment il a fait pour déléguer des responsabilités dans le cadre de son projet et quelles étaient-elles. Expert, je sais maintenir sur la durée la dynamique d'une équipe, m'assurer du soutien des partenaires et me construire un réseau. Voilà, comment est-ce qu'il a fait pour motiver les autres. Donc ça s'approche un petit peu de la compétence... je crois que c'était... Merci. Et persévérer aussi, motiver et persévérer. Voilà. Avant-dernière compétence, prendre des initiatives. Alors à moins qu'il y ait des questions, parce que là j'avoue je file un petit peu. C'est la partie la plus facile, je trouve, comparée à la partie A qui est vraiment les compétences douces. Là c'est on sait, on ne sait pas. Il l'a fait, il l'a pas fait. Prendre des initiatives. Je sais prendre des initiatives pour résoudre des problèmes simples. On peut revenir sur la question s'il faut, hein. Non, c'est bon? Ok. L'étudiant présente des initiatives qu'il ou elle a prises et, pour résoudre des problèmes. Niveau intermédiaire, je sais m'engager pour relever des défis et chercher à résoudre les problèmes. Donc voilà, il explique quelles sont les initiatives prises. J'en profite pour préciser que là, on est dans la thématique... Je crois que c'est construire un projet. On est déjà dans la partie D. On est changé là, agir et lancer. On a fait mobiliser les ressources et là, mobiliser les autres. Et là, c'est le troisième. Merci. Donc du coup, on est sur le projet. Donc là, les initiatives, on fera en sorte que l'étudiant il se base sur son projet et pas sur une expérience personnelle. Voilà. En fait, pour vous aider, pour savoir quand est-ce que l'étudiant peut s'appuyer sur une autre expérience que celle liée à son projet, c'est quand il n'y a pas écrit dans le cadre de mon projet, dans mon projet. Ou alors si au niveau du grand chapeau, donc la grande compétence, il n'y a pas écrit projet. Donc c'est le cas pour la partie C et D, forcément il faut rattacher au projet. Donc je continue. Avancer, je sais agir pour mettre en œuvre concrètement des idées nouvelles, seul ou en équipe. Voilà, donc comment est-ce qu'il a développé par exemple une nouvelle gamme ou une idée novatrice par rapport à son projet. Expert, je sais agir pour mettre en œuvre concrètement des idées nouvelles malgré un environnement complexe et une forte incertitude. Voilà. Apprendre de ses expériences. Je sais identifier le progrès réalisé dans la réalisation d'une activité donnée. Donc là, l'étudiant va présenter les tâches et comment il a identifié le progrès. Donc là, on est vraiment libre sur les livrables. Il y en a plein. Ça peut être Trello, ça peut être n'importe quoi, une to-do list avec un code couleur, en cours, fini, à faire. Intermédiaire, je sais adapter un plan pour atteindre des objectifs et surveiller la progression d'une activité. Donc là, l'étudiant va présenter les évolutions de son plan d'action et objectifs dans le temps.
Donc le référentiel préconisait l'utilisation d'un tableau de bord. Avancé, je sais accueillir le changement, apprendre et m'améliorer en réalisant un projet. Donc voilà, il va expliquer comment est-ce qu'il a accepté le changement qui ont impacté son projet et comment il a réagi face à ça. Donc ça, par exemple, c'est quand un de vos étudiants a un projet qui pivote suite à une étude de marché où il s'est rendu compte que finalement son projet ne fonctionnait pas, il n'y avait pas la bonne demande, ou il y a une loi qui vient de passer et son projet tombe à l'eau. Comment il réagit? Est-ce qu'il dit bon bah j'abandonne le D2E, j'abandonne mon projet, ou est-ce qu'il rebondit? Expert, je sais suivre la performance pour ajuster ma vision, mes objectifs, priorités et actions. Donc voilà, il va présenter la manière dont son projet a évolué en fonction de ses objectifs à court et à long terme. Et donc là, on peut mettre par exemple en livrable des indicateurs de performance. Des questions par rapport à cette compétence-là? Et de mémoire, c'était la dernière. Voilà, pour la partie théorique qui était conséquente, mais il était important que vous puissiez vraiment prendre en connaissance chaque sous-niveau de chaque compétence pour être sûr que vous ayez bien le même niveau de lecture et la même compréhension des différentes thématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un problème complexe? Qu'est-ce que c'est que savoir communiquer? Pour pouvoir vous livrer à un exercice de mise en pratique. Dans le dossier, vous avez le positionnement de Godefroy tel qu'il peut être extrait sur Pepitidi. Donc ça veut dire que par exemple, pour apprendre de ses expériences, vous aurez, il s'est mis avancé, acquis. Et dans un autre dossier, donc au niveau du dernier dossier, agir et lancer un projet, pour la compétence apprendre de ses expériences, vous aurez un livrable. Donc là, l'exercice, ça va être de prendre à la fois connaissance de ce livrable, mais aussi du petit descriptif qui est sous la compétence dans le document, je crois qu'il s'appelle positionnement, si quelqu'un peut m'aider. Voilà, positionnement. La première compétence qui est travailler avec les autres, vous ouvrez le livrable travailler avec les autres, le ou les, parce que parfois il y en a deux. Vous prenez le positionnement de Godefroy et vous lisez le livrable. Alors, donc ce que je vous propose, c'est qu'en fait, vous descendiez un petit peu. Voilà, donc pour travailler avec les autres, par exemple, Godefroy n'a absolument rien inscrit. Mais c'est parce que si vous allez dans le dossier, dans avoir une posture entrepreneuriale, la compétence 1, travailler avec les autres, il a mis deux livrables. Et de mémoire, sur l'un des deux, il y a un petit texte. Donc là, vous avez 5 minutes pour prendre rapidement connaissance de ce texte et l'évaluer. Donc il faut l'évaluer de 1 à 8. 1, c'est niveau de base en cours d'acquisition. 8, c'est expert acquis. Voilà, c'est assez logique. Alors j'ai un texte avec une image, là, c'est celui-là? Il y a deux. Il y a 2 livrables à chaque fois. Enfin, pour beaucoup, il y a 2 livrables. Je vous laisse les regarder. Vous avez 5 minutes pour me mettre 1, 2, 4, 6, 8. Okay. Comme vous voulez. Voilà. Travailler avec les autres. Vous pouvez regarder où est-ce qu'il s'est positionné. Il n'a rien écrit à ce niveau-là au moment de la description. Lui, c'est mis niveau 6. C'est-à-dire avancé acquis. Vous, il va falloir que vous disiez, est-ce qu'il est 6, 4, 2, 1. Donc 1, c'est base en cours d'acquisition, etc. Lui, il a mis 6. Ça veut dire qu'il a le précis. Lui, il considère qu'il a 6. Oui, bien sûr. C'est donner le chiffre. Est-ce que c'est avancé acquis, avancé en cours d'acquisition? Quelle est votre décision? D'accord? Et à la fin, je vous donnerai la décision du jury. Alors, pour ce groupe-là, c'était... Vous étiez d'accord? On est d'accord. Avancé acquis, donc... On était même sur expert en cours. On aurait même... Ok, expert en cours. Ça marche? Oui, première compétence. Avancé acquis, comme lui. D'accord. Donc d'accord avec le positionnement de l'étudiant. D'accord avec le positionnement? Au-dessus, expert en cours d'acquisition, c'est ça? D'accord, très bien. Comme l'étudiant. Ce groupe-là, comme l'étudiant. Comme l'étudiant. Avancé acquis, très bien. Pareil. On est d'accord avec avancé, peut-être même expert, mais il est resté modeste. Peut-être expert en cours d'acquisition. D'accord. Donc du coup, de mémoire, il y a 3 groupes qui pensent qu'il peut prétendre jusqu'à expert en cours d'acquisition, et sinon la majorité est d'accord avec l'étudiant. La réponse du jury de l'an dernier était d'accord avec le positionnement de l'étudiant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu subjectif. Voilà.
Donc on va continuer l'exercice. Finalement, on donne raison à l'étudiant, puisque c'est ce qu'il a demandé, et on ne va pas rajouter. Et c'est là toute la difficulté. En fait, il faut vraiment faire fi du positionnement de l'étudiant, et vous essayez de le positionner, et ensuite voir si ça correspond ou pas. Ensuite, pendant les questions, pendant l'oral, vous allez venir un petit peu le chercher. Donc pour les 3 groupes qui avaient dit expert en cours d'acquisition, vous allez voir si votre avis premier est vérifié par les réponses de l'étudiant. En fait, avec mon amie Emma, on est passé de niveau avancé, comme il le propose, à éventuellement niveau expert en cours d'acquisition, parce qu'on avait déjà fait 2 compétences, on a lu les 2 compétences suivantes avec ses justifications, et on a vu à quel point finalement il était vraiment à l'aise dans. Donc s'il faut les suivre de manière très procédurale, une par une, je trouve que c'est pas génial, parce que justement, c'est en lisant les 2 suivantes que on s'est rendu compte que il savait créer des méthodes, puisqu'il le dit, et concevoir des espaces favorables au travail en équipe, puisqu'il arrive à... Alors, justement, c'est ça qui est merveilleux avec cet exercice, c'est que vous pouvez revenir dessus autant de fois que vous le voulez, en fait. Dans un premier temps, vous allez dire, allez, je suis d'accord, je le mets avancé en cours d'acquisition, avancé acquis. Et puis finalement, vous vous rendez compte que dans la partie C, oh là là, mais en fait, il était expert sur cette compétence-là. Parce que, non, partie D, parce que dans mobiliser les autres, il a apporté des éléments supplémentaires. Donc vous pouvez revenir dessus. Là, le travail que vous faites ici, c'est le travail que vous devez faire en amont, avant la certification. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, je vous tire de vos réflexions et on va refaire le même travail que tout à l'heure. Quel est votre positionnement par rapport à l'étudiant? Ça, c'est pas grave. Quel est le positionnement de l'étudiant et ce que vous avez choisi? Donc lui, il s'était mis, si je ne m'abuse, expert acquis. D'accord. On a descendu au avancé acquis. Avancé acquis. On a baissé de 2 curseurs, oui. Pareil, avancé acquis. Avancé acquis. Avancé acquis. Du coup, la réponse du jury, c'était d'accord avec le positionnement de l'étudiant. Tout à fait. Et ce groupe-ci a effectivement eu la bonne démarche. Je pense peut-être que vous l'aviez eu aussi, en tout cas vous ne me l'avez pas mentionné. C'était de poser des questions pour vérifier la véracité de ce qui avait été cité. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et comme c'était 2 tuteurs qui l'avaient suivi pour toutes les 10 heures d'accompagnement, ça a été vérifié. Voilà. Et du coup, expert acquis. Voilà. Ah oui, une autre information, excusez-moi, j'en profite, j'ai oublié de le dire tout à l'heure lors de ma présentation PowerPoint. Les niveaux là que vous avez de base, intermédiaire, avancé, acquis, il faut les voir vraiment comme les niveaux d'un jeu vidéo. On ne peut pas être avancé si le niveau intermédiaire n'est pas validé. Donc si jamais dans la justification, il n'y a pas des éléments qui vous permettent de savoir si effectivement il a le niveau intermédiaire, vous le redescendez niveau intermédiaire en mettant avancé point d'interrogation, et il y aura des questions à poser pour venir valider ou pas son positionnement. Voilà. Alors, on était à être curieux, explorer, écouter. Être curieux, on a mis 5 minutes. Du coup, c'était quoi? C'est en cours d'acquisition. C'est 5, c'est en cours d'acquisition avancée. Ouais. D'accord. Sachant que lui s'était positionné expert acquis. Ouais. Voilà. Alors, son jury avait décidé de le laisser sur... c'est l'étudiant qui a eu le plus d'expertise que j'ai jamais vu sur toutes les certifications que j'avais passées l'an dernier, et il y en avait un sacré dans moi. Voilà. Après, c'est vrai qu'on ne connaît pas directement, il n'y a pas de questions. C'est un vrai étudiant et c'est une vraie tête. Et le plus sérieux, non, il a fait plein de choses, il a eu 50 vies avant. Voilà, donc c'est vraiment le cas d'école, le seul qui peut prétendre à l'expertise, on va dire. Et voilà. Et voilà. Et bien justement, l'objectif là de cet exercice, c'était de vous montrer quelles étaient les limites et que vous voyez toutes les questions qu'il faut que vous couchiez sur papier pour que le jour de la certification, vous leur posiez les questions. Si vous arrivez comme ça, la fleur au fusil le jour du certificat, ça marchera pas. C'est l'exercice, c'est pour ça que moi, à chaque fois, je leur demande « Pitch-moi ton projet en 1 minute ». Et très vite, on voit si le niveau de base, il a acquis ou pas. Quoi. Donc, voilà, ce qu'il a expliqué à l'oral, c'est qu'il a eu énormément de difficultés à trouver des clients. Il a découvert en cours de route une concurrence directe et que pourtant, il n'a pas lâché l'affaire, il a continué. Voilà.
Donc du coup, lui il s'était mis 7, j'étais d'accord avec lui, mais le jury l'avait même augmenté à 8 parce qu'ils avaient vu qu'il n'avait pas lâché l'affaire pendant la nuit. Bon, il se peut que là le jury avait été peut-être un petit peu généreux, mais c'est parce que c'était la première fois aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui avec la formation, le jury aurait été plus sévère. Oui, et puis c'est vrai qu'avec l'oral, du coup, ça facilite le truc. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais parce qu'on est dans les soft skills, on est avoir une posture, donc il a le droit. Mais par contre, dans mon projet, ça, pour savoir communiquer, par exemple, il est obligé de mettre par rapport au projet. Parce qu'il y a écrit noir sur blanc pour mon projet. Tout à fait, tout à fait. Oui, dès qu'il y a écrit dans mon projet, il faut se rattacher au projet, même si on est dans le bloc A et que c'est plutôt les compétences 12. On va se baser sur d'autres différentes personnes. Non, non, pas du tout. Non, 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 là c'est vraiment que mon projet. Ok, c'est bon, je vous laisse continuer. On approche de la fin de cette journée riche en connaissances. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de passer dans tous les groupes. Donc je vais vous donner comme ça les réponses du jury. Si vous voulez, je resterai disponible pour échanger si vous avez des questions ou par mail, n'hésitez pas. On s'est arrêté à être autonome. Donc être curieux, explorer, écouter, l'étudiant s'était placé expert acquis, le jury était d'accord. Résoudre des problèmes complexes, l'étudiant s'était passé expert acquis, le jury était d'accord. Savoir communiquer, l'étudiant s'était placé intermédiaire acquis, le jury l'a augmenté d'un demi-point en le mettant en cours d'acquisition avancée. Et je ne sais pas si des gens sont allés un peu plus loin que ça. Voilà, bon, c'est déjà bien. En tout cas, ce qui est ressorti, globalement, quand j'ai fait le tour des groupes, j'étais d'accord avec vos positionnements sur dossier. C'est ce que moi j'avais lors de la certification blanche. Et ça avait été augmenté le jour de la certification parce qu'il y avait cet échange de 30 minutes qui apportait beaucoup d'éléments. Voilà. Donc on se rend bien compte des limites de l'évaluation sur dossier simple. Et aussi, et c'est là où c'est intéressant d'en discuter un petit peu, au niveau des justificatifs et des livrables. On voit que le dossier est conséquent. Vous voyez le temps qu'on a pris pour seulement 5 compétences, il y en a 20 à évaluer. Donc ça fait beaucoup de texte. C'est parfois très dense, ça fait 2 pages. Certains ont apprécié la description. En tout cas, ce que j'essaie de mettre en place, moi, cette année, au vu de l'expérience de l'an passé, c'est de mettre en place une trame un peu plus légère, avec un cadre, pour que les étudiants voient un petit peu comment justifier pour que ce soit le plus clair et le plus facilement compréhensible. Je marche pas mal par bullet points, donc je leur demandais de mettre des petits bullet points avec des textes sur lesquels je peux revenir lors des questions pour les faire détailler, et si besoin de mettre une description un peu plus longue plus tard. Donc là, justement, ce format-là, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble dessus, peut-être à une occasion ultérieure, pour qu'on voit quels seraient selon vous les livrables types à donner. C'était un peu l'idée de l'exercice du matin, mais bon, c'était difficile parce que vous connaissiez pas le référentiel. Mais voilà, dans l'idée, ce serait qu'on se mette tous d'accord sur quels seraient les livrables pour que vous ayez les informations nécessaires, que ce soit facilement compréhensible, sinon là, il faut au moins 3 heures pour prendre connaissance de ce dossier. Voilà. Et après, sachant qu'on a toujours les questions. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cet exercice? Il a eu 125 sur 160, donc un chiffre colossal, vraiment. Rares sont ceux qui ont ce chiffre-là, et rares sont les étudiants qui ont une telle qualité. Encore que celui-ci a quelques défauts, puisque la petite description qui était dans l'autre document, celui qui reprend le graphique en forme d'araignée, était souvent absent. Ce que je préconise, c'est que l'étudiant fasse une sorte de synopsis, un petit résumé, de ce qu'il va mettre plus détaillé en livrable, pour que les membres du jury, rapidement, ils sachent à peu près où est-ce qu'ils se placent au niveau des compétences. Au niveau des livrables, ce que je préconisais du coup, c'était faire une trame document Word, et ensuite de mettre, quand c'est possible, un document tangible. Donc là, on n'a pas pu le voir malheureusement, mais par exemple, pour la partie C, construire un modèle d'affaires, on demandait le modèle d'affaires. Partie financière, pareil. Voilà. Je pense qu'il est impératif de demander aux étudiants d'être le plus synthétique possible, parce que quand c'est trop long, le jury regarde pas, ou ça dessert au final l'étudiant. Donc là, il y avait des passages qui étaient quand même extrêmement longs, voire redondants. Ça, c'est le premier conseil. Et moi, je serais assez favorable sur un exercice pour imaginer, proposer, discuter d'autres livrables, tout en restant non pas dans l'injonction, il faut à tout prix ces livrables-là, mais pour continuer à travailler en imaginant, en ouvrant le champ des possibles des étudiants au niveau des livrables.
Alors c'est peut-être juste une remarque, mais en lisant le dossier, on ne connaît pas son projet. Oui, voilà. C'est confidentiel. Donc on ne connaît pas. Voilà, alors, effectivement, les personnes, c'est pour ça que ça peut pas être une personne totalement extérieure au projet. C'est forcément les accompagnants. Et si c'est un membre de Pépite, il faut au moins qu'il ait vu 1 à 2 fois. Rappelez-vous, c'était dans le tout démarrage de ma présentation, il faut au moins 1 ou 2 rendez-vous de suivi. De mémoire, l'an dernier, j'avais vu au moins pendant 1h30 les étudiants juste là-dessus pour être sûr d'avoir bien toutes les connaissances nécessaires. Sur l'évaluation des compétences, certaines sont travaillées en dehors de l'accompagnement du D2E assuré par les 2 coachs. Donc, pour apprécier les compétences acquises en dehors du coaching, il me semble important qu'il y ait un représentant du Pépite, une chargée de mission Pépite, présent au jury, parce qu'il y a sinon des éléments qui vont échapper forcément aux 2 coachs. Non, c'est pas ce qui a été marqué. Non, c'est pas obligatoire. Il faut, en tout cas, dans le cadre de l'examen, dans les modalités, c'est 2 personnes avec à minima un professionnel, ça c'est rédhibitoire, et par contre un membre socio-académique ou un membre de Pépite. Oui, mais je suis surpris parce que du coup, il me semble que pour le coup, c'est Catherine et moi qui allons certifier pour le président. Et donc, s'il n'y a aucun membre du Pépite au moment de la certification, c'est quand même assez étrange puisqu'on engage l'université au titre de sa capacité à... Donc bon, ça c'est une chose. Moi, je voulais faire deux remarques. La première, c'est, vous l'aurez vu, en fait, c'est quand même un gros travail pour l'étudiant. Hein. C'est que... Et c'est pour ça que c'est important d'être un travail qui est fait tout au long du processus où il va développer ses compétences. Et parce qu'on voit bien là, alors le dossier est vraiment très très fourni, celui qu'on a regardé, mais quand même à un moment donné, si on veut avoir des éléments de preuve, même si c'est bien d'avoir des choses synthétiques, il faut quand même qu'on ait des choses factuelles. Et parfois ça manque de choses factuelles, donc c'est un gros travail. Et donc, effectivement, il faut accompagner l'étudiant dans ce process pour développer son portfolio au fur et à mesure. Voilà. La deuxième chose, c'est que, en fait, ici, on a une approche point par point. Il faut qu'on garde aussi une vision globale. C'est-à-dire, au final, indépendant, parce qu'on voit bien que des fois, entre avancés en cours ou experts, enfin, entre les niveaux, les chevauchements de niveaux, en fait, c'est très compliqué. Donc, je pense que, évidemment, la décomposition, elle nous aide, mais c'est vrai qu'à la fin, il faut quand même se reposer la question, est-ce que globalement, par rapport à la capacité de l'étudiant à maîtriser les éléments, est-ce qu'on est à peu près au bon niveau ou pas? Parce que, soit, nous, on en a certifié l'année dernière qui n'étaient pas des mauvais, mais on était à 83. Donc, selon comment le jury va se positionner, donc il faut pas perdre de vue. Et la troisième chose, mais c'est une vraie réflexion, c'est que sur la partie, moi je pense qu'il faut leur donner une palette de livrables possibles. Je suis pas certain qu'on ait besoin d'avoir quelque chose d'aussi structuré, parce que pour moi, la manière dont ils comprennent le référentiel, dont ils sont capables de rendre compte de leurs compétences, c'est aussi un élément qui est au cœur de la certification de la compétence. Et donc il faut à la fois les aider en disant ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Je sais pas si en étant trop précis avec des systèmes, on n'est pas à l'envers de ce que c'est qu'une certification de compétences, puisque pour le coup, l'étudiant doit être autonome aussi. Il faut qu'il nous démontre que dans le cursus qu'il a suivi chez nous et ailleurs, dans ses expériences chez nous et ailleurs, ben finalement, il est capable de maîtriser les compétences. Et si on le guide trop, est-ce que c'est pas nous qui allons formater? Mais c'est une vraie question et je sais pas ce qu'il faut faire. Mais on voit bien que c'est la limite et je pense que on peut leur donner des idées. Peut-être on peut leur donner quelques exemples. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il faut aussi les laisser. Et puis la dernière chose, mais je pense qu'on échangeait tout à l'heure et ça appellera une autre réunion. Mais quand il y en a, c'est comme 13 à la 12e. Et du coup, c'est aussi notre capacité à les faire progresser dans les compétences. Et peut-être c'est la distinction entre ce que fait le mentor ou le coach et ce qu'on va faire nous. Et ça demande sans doute toute une réflexion sur comment on est capable de les aider à acquérir ou à augmenter leur degré de maîtrise des compétences. Et aujourd'hui, pour dire les choses, et on en reparlera peut-être ensemble dans les 2 pépites, on n'est pas très bien armé. Et on a encore du travail à faire parce qu'on voit bien qu'il y a plein de questions, en fait, qui sont pas liées à l'entrepreneuriat, qui sont liées à d'autres techniques qu'ils pourraient utiliser, qui sont du développement personnel, qui sont de la gestion du stress, qui sont de la gestion du temps,
d'autres éléments, et ces éléments-là qui sont quand même sous-jacents au référentiel, sur tous les blocs de soft, il faudra peut-être, je pense qu'un jour, on se penche entre nous déjà sur ces questions-là, peut-être qu'on ouvre à des experts pour nous aider à réfléchir sur comment on peut les aider à s'améliorer, les guider, et puis peut-être que nous on peut faire ça et les coachs peuvent plus travailler sur le projet, et donc il y a sans doute quelque chose d'une association à réfléchir, et du coup ça donne tout son sens à la certification avec plusieurs points de vue qui peuvent être mis en avant. Voilà, j'ai déjà trop parlé, et j'en ai fait 4 au lieu de 3, pardon Michel. Voilà, on va... Non ? Ok, on va peut-être s'arrêter parce qu'on est près de l'heure de fin.